Le mariage dans le monde orthodoxe russe avant 1721. Nous débutons notre série d'articles et de vidéos sur le sujet du mariage mixte dans le monde russe, entendez par là le monde issu du baptême de Saint Vladimir, en nous focalisant sur la période pré-synodale, c'est-à-dire la période antérieure à la réforme religieuse de Pierre le Grand. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Si vous connaissez des gens intéressés, transmettez-leur la vidéo. À notre connaissance, aucun auteur de langue française n'a traité ce sujet sur cette période de façon un tant soit peu exhaustive, que ce soit par des écrits ou des vidéos. Nous pensons donc que notre travail, fondé en grande partie sur des documents et sources russes, trouvera un écho favorable auprès du public francophone et lui apportera un éclairage utile. Nous procéderons en 3 parties. Nous évoquerons tout d'abord la stricte interdiction des mariages mixtes avant 1721. Ensuite, nous verrons comment ils étaient parfois tolérés pour des raisons politiques, avant de voir que même cette tolérance supposait une certaine condamnation. Bonne écoute. Partie 1. Une stricte interdiction des mariages mixtes avant 1721. L'Église orthodoxe interdit les mariages mixtes entre un chrétien orthodoxe et un hérétique ou encore un schismatique. Cela se reflète dans les canons suivants: 10e et 31e canon du concile de Laodicée, 14e canon du concile de Chalcédoine et 72e canon du concile Introulo. Cette interdiction était aussi de rigueur dans le monde orthodoxe de Russie et se manifestait également lors de l'ordination de l'évêque. Voici ce que rapporte Mikhail Egorovitch Krasnogène dans son ouvrage « Les hétérodoxes dans la Rousse ou en Russie, la situation des chrétiens non orthodoxes en Russie », publié en 1900 aux pages 121 et 122. Nos évêques, avant la chirotonie, faisaient la promesse que jamais ils n'autoriseraient dans leur éparchie un orthodoxe à entrer dans les liens du mariage, du parrainage ou de fraternité spirituelle avec des Arméniens ou des Latins. Je cite: « Ne permettre en aucun cas, sur tout mon territoire, disait le serment prêté par l'évêque, à quiconque de notre foi orthodoxe de contracter mariage avec des Arméniens, ni avec des Latins, et, si quelque prêtre venait à le faire en secret, qu'on en informe Monseigneur le métropolite. » Cependant, on trouve trace de tels mariages mixtes dans la période pré-synodale. Nous allons voir quand ils ont débuté, pour quelles raisons et sous quelles conditions. Partie 2. Des mariages mixtes limités au mariage princier et au mariage politique. Les mariages mixtes se limitaient alors au mariage princier, conclu pour des raisons politiques. À ce sujet, nous devons ouvrir une parenthèse pour évoquer la vidéo « La controverse du mariage mixte » publiée par la chaîne YouTube Tradition orthodoxe. Cette chaîne, en cherchant à dater le début de l'autorisation du mariage mixte dans l'Église de Russie, commet une double erreur. Une erreur par omission, en ignorant tout de la réforme introduite par Pierre le Grand, qui fut d'une importance capitale en 1721, et qui concerne la période synodale, ce qui veut dire que nous n'allons pas en parler lors de cette vidéo, mais dans les vidéos suivantes, mais aussi elle commet une erreur de date en plaçant cette autorisation au XVIIe siècle. Laissons-lui la parole. Que Dieu vous bénisse. Dans cette vidéo, j'aimerais évoquer une controverse, ou plutôt un reproche qui a été fait à l'Église russe depuis le XVIIe siècle et avant la révolution bolchevique, d'avoir introduit une nouveauté en ce qui concerne les mariages mixtes. Traditionnellement, jusqu'au XVIIe siècle, l'Église orthodoxe considérait que un orthodoxe ne pouvait épouser qu'un autre orthodoxe, qu'il était interdit de se marier avec un hérétique. C'est notamment ce que l'on voit dans le canon 72 du concile Introulo, dans lequel il est stipulé donc que le mariage d'un orthodoxe et d'un hérétique est interdit. Or, comme je le disais, il y a une souplesse qui s'est introduite en Russie à partir du XVIIe siècle, au départ pour des questions de mariage princier, c'est-à-dire c'était des membres des familles royales
européennes qui pouvaient épouser des princes et des princesses russes en conservant leur christianisme d'origine, protestant ou catholique. L'explication historique donnée par la chaîne est très étrange. L'auteur de la vidéo ne fait nulle mention de la décision de 1721 prise pendant la période synodale qui constitue le véritable fondement du mariage mixte dans l'Église de Russie et qui a largement contribué à le diffuser. Toute la littérature que nous avons pu consulter évoque cette décision et reconnaît son importance. L'omission de cette décision de 1721 est cause de surprise. Par ailleurs, il nous semble regrettable mais aussi très intriguant que de tous les commentateurs de la vidéo, un seul rétablisse cette vérité historique en écrivant avec raison. D'ailleurs, l'Église russe était sous contrôle de l'État après le XVIIe siècle. Il se trompe, il s'agit du XVIIIe siècle. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est une décision de l'Église, faisant allusion en fait à cette décision datant de Pierre le Grand. Il s'agit en effet d'un événement incontournable si l'on veut aborder le sujet, et ne pas l'évoquer serait un peu comme parler de la construction européenne sans avoir un mot pour le traité de Rome. Nous y reviendrons donc dans les épisodes ultérieurs consacrés à la période synodale. Cependant, la thèse avancée par tradition orthodoxe est également surprenante par son imprécision. La datation est vaste. Il nous parle du XVIIe siècle, soit une période de 100 ans, sans mention des personnes concernées par les mariages, que ce soit les conjoints, la dynastie, ou encore le ou les patriarches évêques qui auraient autorisé ces mariages. Mais cette explication est également erronée d'un point de vue historique. Au XVIIe siècle, le seul État russe existant est le Tsarat de Moscou, également appelé Tsarat de Russie, ou plus simplement Russie. Et ce suite au long processus d'annexion des autres États russes, tels les républiques de Novgorod, de Pskov, et ainsi de suite, long processus qui eut lieu lors des siècles précédents. C'est donc dans cet État qu'il faut chercher d'éventuels mariages mixtes princiers, et en particulier dans la dynastie des Romanov qui est arrivée sur le trône en 1613. Or, il s'avère qu'aucun mariage mixte ne fut conclu au XVIIe siècle par les Romanov. Nous vous renvoyons à ce sujet aux différents arbres généalogiques détaillés de cette famille que vous pouvez trouver dans des livres en ligne, par exemple sur le Wikipédia français. Le seul mariage mixte princier au XVIIe siècle que nous pûmes trouver fut celui d'un imposteur, le premier faux Dimitri, prétendant au trône se faisant passer pour le fils d'Ivan IV, dit le Terrible, avec la polonaise catholique Marina Mniszek plus exactement, qui, à cette occasion, ne se convertit pas à l'orthodoxie. Malgré cela, le patriarche de Moscou, Ignace, en novembre 1605, célébra ce mariage. Dans son article en russe « Mariage mixte dans l'Église orthodoxe russe pendant la période synodale », Alexei Viktorovitch Bediaev impute cela à la situation militaro-politique du moment, marquée par la présence importante d'un contingent militaire polonais à Moscou en soutien au faux Dimitri. Toujours au XVIIe siècle, suite au temps des troubles, de 1598 à 1613, l'Église de Russie et les dirigeants russes adoptèrent d'ailleurs une attitude hostile à la conclusion de mariages mixtes. Lors des négociations matrimoniales avec des dynasties étrangères, ils exigèrent alors la conversion préalable de la partie non orthodoxe. Ainsi, en 1621, le tsar Michel Ier et son père, le patriarche Philaret, firent savoir au roi Christian IV du Danemark qu'ils attendaient de sa nièce Augusta Dorothée de Holstein-Gottorp qu'elle se convertisse à l'orthodoxie à son arrivée en Russie. Cela est rapporté par Mikhail Igorovitch Krasnogen dans le livre que nous avons mentionné, La situation des chrétiens non orthodoxes en Russie, les hétérodoxes en Russie, à la page 125. Voici une traduction rapide. Il est nécessaire que la nièce royale partage la même foi que le souverain, la véritable foi chrétienne orthodoxe de la loi grecque, et qu'en arrivant dans l'État russe, elle se convertisse et soit baptisée. Autrement, cela ne pourrait se faire. Cela serait contraire à notre loi chrétienne et constituerait une source de honte et de déshonneur pour le grand souverain, ainsi que pour elle-même aux yeux de tous les habitants de l'État russe. De plus,
il n'est pas acceptable qu'un mari et une femme soient de confessions différentes. Cependant, si votre nièce à la très haute naissance accepte notre foi par amour pour son époux et pour le salut de son âme, elle recevra la grâce de Dieu ainsi que l'honneur et la gloire de tous. En 1623, ils firent savoir la même chose au roi de Suède Gustave II Adolphe, alors que l'on discutait la possibilité du mariage du tsar avec une certaine princesse Catherine de Suède, qu'au passage nous n'avons pas pu identifier. La seule personne qui pourrait correspondre au vu des dates serait une certaine princesse Catherine Vasa, ou Vasa, sœur du roi de Suède, mais celle-ci était déjà mariée depuis 1615. Pourtant, Krasnogène, à la page 125, mentionne bien une lettre des boyards qui parle d'une princesse Catherine de Suède. Dans la même veine, ce refus des mariages mixtes aboutit également à l'échec des négociations de mariage concernant la fille aînée du tsar Michel Ier, Irina Romanova, avec le prince danois Valdemar Christian de Schleswig-Holstein. Ceci est mentionné par Krasnogène à la page 126 de son livre. Le XVIIe siècle n'est donc pas la période où l'Église de Russie autorisa les mariages mixtes, ce qui ne veut pas dire que de tels mariages ne se produisaient pas avant la période synodale. En effet, ces mariages mixtes princiers se recensent dès le XIe siècle, raison pour laquelle l'assertion de tradition orthodoxe qui place le début de ces mariages au XVIIe siècle est erronée. Pour se convaincre de l'existence de ces mariages entre dynasties orthodoxes de la Rousse et dynasties hétérodoxes, l'on peut consulter les différentes chroniques relatant les mariages des rois, des princes, des princesses, ou s'appuyer, comme nous l'avons fait plus modestement, sur les travaux de chercheurs qui ont étudié le sujet. Nous avons exploité partiellement 3 ouvrages de Nicolas de Baumgartern, Généalogie des branches régnantes des Rurikides du Xe au XIIIe siècle, puis Généalogie des branches régnantes des Rurikides du XIIIe siècle au XVIe siècle, tous deux parus dans la revue Orientalia Christiana, respectivement en 1927 et 1934. Nous avons aussi eu recours à la thèse de Natalia Anna Makarik-Zayac, Women Between West and East, The Interwhite Marriages of the Kievan Rus Dynasties. Les femmes entre Ouest et Est, mariage interrite de la dynastie kievienne de la Rousse, de l'an 1000 à 1204, thèse soutenue à l'Université de Toronto en 2017. Sur cette période, la chercheuse recense avec certitude 39 mariages, dont 19 de princesses de la Rousse, qui eurent lieu après 1054. 17 mariages, en revanche, ne sont pas certains, et de ceux-ci, qui sont donc incertains, 7 concernent des princesses dites russes. Il faut savoir que les chroniques sont parfois peu détaillées, présentent des imprécisions, des lacunes. Il est ainsi parfois difficile de connaître l'année exacte du mariage, a fortiori sa date précise, voire même le ou les rites utilisés. Nicolas de Baumgartern rapporte également de nombreux mariages du Xe au XVIe siècle, et donc également après 1204, mais aussi après le concile de Ferrare et Florence. Cependant, il nous semble à vue d'œil que le nombre de ce type d'union alla décrescendo au fil des siècles, peut-être en raison du schisme, et ou peut-être aussi en raison des invasions mongoles de la Rousse. Cependant, nous avons donc 2 schémas en matière de mariage mixte, des princesses non orthodoxes qui épousent des princes orthodoxes de la Rousse ou de la Russie et qui viennent vivre dans leur pays d'adoption, et deuxième modèle, des princesses russes qui épousent des princes non orthodoxes, catholiques, protestants, mais aussi parfois païens, et qui partent vivre en général dans ce pays étranger. Penchons-nous donc sur ces 2 schémas que nous allons illustrer par quelques exemples. Nous n'avons pas la prétention d'être exhaustifs, ni d'avoir étudié patiemment et en détail chacun de ces mariages un à un, mais c'est simplement une illustration. Les princesses étrangères hétérodoxes en Russie. Krasnogène, à la page 122 de son livre,
indique qu'à l'occasion du mariage, les princesses hétérodoxes se convertissaient à l'orthodoxie. Il ne précise pas si cette conversion avait lieu avant le mariage, ce qui serait le plus logique, et dans un tel cas, on ne pourrait parler stricto sensu de mariage mixte, ou si la conversion avait lieu après le mariage. Et dans ce cas précis, ce serait en effet un mariage mixte. La lettre du pape Grégoire IX à ce sujet, vers 1232 ou 1233, suite à un rapport reçu de missionnaires dominicains à Kiev, confirme le fait que les femmes hétérodoxes venant de pays catholiques se convertissaient pour épouser des princes de la Ruthénie. Voici ce qu'écrivait le pape. Les Rutènes font baptiser selon leur propre rite une seconde fois les femmes catholiques qu'ils épousent parfois, au mépris de la foi chrétienne, et les font observer leurs erreurs damnables. Signalons cependant que Natalia Anna Makarik-Zayac, l'auteur de la thèse, émet des réserves quant à la réalité de ces baptêmes. Elle estime que certains rituels, notamment celui de la chrismation, pourraient avoir été perçus à tort comme étant un baptême. Elle estime également que le fait que les princesses étrangères reçoivent un autre nom, ou un autre prénom plus exactement, ne prouve pas nécessairement une conversion à l'orthodoxie, car la dynastie des Rurikides avait pour coutume de posséder deux prénoms, l'un d'origine païenne, l'autre d'origine chrétienne. Ce deuxième prénom donné aux princesses étrangères aurait ainsi facilité leur intégration dans la Rousse. Néanmoins, certaines de ces princesses étrangères sont sans aucun doute devenues orthodoxes, comme le signale Krasnogène. Il cite notamment Marie, fille du roi polonais Casimir, qui épousa en 1179 le roi Vsevolod Sviatoslavitch le Rouge. Marie qui est enterrée dans un monastère orthodoxe, ce qui indique donc qu'elle était bien orthodoxe. Précisons que dans sa thèse, Natalia Zayac pense que cette princesse polonaise se nommait en fait Anastasia. On peut citer d'autres exemples de mariages de ce type. En 1246, le mariage entre Léon Ier de Galicie avec Constance de Hongrie, fille du roi Béla IV de Hongrie. Mariage intéressant car dans ce cas-là, il semble, après de très rapides vérifications, que Constance ne soit jamais devenue orthodoxe et qu'elle soit restée catholique. Et on pourrait également s'interroger sur la foi à un certain moment de Léon Ier de Galicie. Mais ceci est une autre question. Dans les années 1290, il y eut également le mariage de Georges Ier de Galicie avec la princesse polonaise Euphémie de Cujavie, qui donc est un mariage de ce type avec une princesse étrangère hétérodoxe qui se marie avec un souverain de la Rousse en devenant très vraisemblablement orthodoxe. Abordons à présent le cas des princesses russes orthodoxes qui épousèrent des souverains ou princes étrangers. Voici ce qu'écrit Krasnogène à la page 124. D'un autre côté, nos grands princes mariaient leurs filles à des non-croyants uniquement sous la condition qu'elles ne soient pas contraintes de changer leur foi orthodoxe. De plus, cela ne se produisait que dans des cas exceptionnels, lorsqu'ils estimaient que de telles unions matrimoniales pouvaient servir les intérêts de l'État. Un exemple en est le mariage mentionné précédemment entre la fille du grand prince Ivan III, grand prince de Moscou, et le grand-duc de Lituanie, Alexandre. Nous ne nous prononcerons pas vraiment sur l'efficacité politique de ces mariages, mais à travers quelques exemples, nous nous interrogerons sur trois aspects religieux: la religion des enfants issus de ces mariages, le maintien ou non dans l'orthodoxie des princesses orthodoxes suite à ce mariage, et les éventuels changements de religion du conjoint non orthodoxe. Concernant la religion des enfants, il s'avère que tous les enfants, à quelques exceptions près, recevaient la religion de leur père, à savoir la religion hétérodoxe, catholique principalement, ou païenne, nous évoquerons ce cas plus tard. La seule exception que nous pûmes identifier concerne le couple formé par Magnus du Danemark, également connu sous le nom de Magnus de Holstein ou encore Magnus, roi de Livonie, avec Marie Vladimirovna de Moscou-Staritsa, en russe Maria Tsaritskaya. Le couple s'est marié en 1573 ou 1574
et eut 2 filles, Marie et Eudocie. À la mort de Magnus, la mère et la fille cadette, Eudocie donc, revinrent en Russie, et la fille est enterrée dans la laure de la Trinité Saint-Serge à Sergueïev Posad, ce qui indique a priori qu'elle était orthodoxe. Concernant la religion des princesses russes, Krasnogène évoque avec raison Helena de Moscou, Helena Ivanovna de Moscou, fille d'Ivan III, qui fut mariée en 1495 à Alexandre Ier Jagellon, grand-duc de Lituanie et roi de Pologne, et ce, afin de cimenter la paix entre la Russie et l'État de Pologne-Lituanie, objectif politique qui ne fut nullement atteint. Le contrat de mariage prévoyait que la religion orthodoxe d'Hélène soit respectée, mais dans les faits, une fois mariée, elle n'a cessé de subir des pressions afin de se convertir au catholicisme, pression du clergé catholique, de sa belle-mère Élisabeth de Habsbourg, du pape Alexandre VI, voire également de son mari. Elle demeura néanmoins fidèle à l'orthodoxie jusqu'à sa mort dans des conditions peu claires, peut-être fut-elle empoisonnée alors qu'elle était veuve. On voit donc que cet engagement de respecter la religion de la princesse orthodoxe n'était pas toujours observé. Nous avons également remarqué un cas qui semble relever de l'oscillation entre orthodoxie et catholicisme dans le cas de Frosine de Kiev. En russe, c'est Efrosinia Mstislavna, qui épousa le roi Géza II de Hongrie en 1146. Natalia Zayac, à la page 501 de sa thèse, observe qu'elle devint une moniale dans l'ordre des hospitaliers, ce qui indiquerait une conversion au catholicisme. Toutefois, il semble qu'elle mourut dans le monastère orthodoxe de Marsaba, en Terre Sainte, et qu'on l'enterra dans le monastère orthodoxe de Saint-Théodose le Cénobiarque, signe peut-être d'un retour à l'orthodoxie. Cela pourrait aussi témoigner d'une certaine porosité entre catholicisme et orthodoxie au XIIe siècle. Par ailleurs, nous avons trouvé un cas de conversion au catholicisme d'une princesse de la Rousse. Il s'agit d'Anna Ivanovna de Tver, orthodoxe, qui épousa en 1430 Svidrigaïlo, grand-duc de Lituanie, catholique. Différentes sources confirment la conversion d'Anna au catholicisme sous le nom de Sophie. Je vous renvoie à l'article de Sergueï Vladimirovitch Polechov, historien spécialisé dans l'histoire médiévale du Grand-Duché de Lituanie. Mariage du prince Svidrigaïla, aux pages 258-259, l'article est en russe. Ces mariages ont-ils conduit à la conversion à l'orthodoxie du conjoint non-orthodoxe? Ce n'est certainement pas le cas du mariage de Yuliana Alexandrovna de Tver, qui était orthodoxe et qui épousa Olgerd, grand prince de Lituanie, païen, en 1350. Il faut savoir que la Lituanie était un État puissant, s'étirant de la Baltique à la mer Noire, gouverné par un souverain païen, mais abritant des populations catholiques, païennes, orthodoxes. Krasnogène rapporte que le métropolite Théognost bénit le mariage avec l'espoir qu'Olgerd devienne chrétien et avec la condition que les enfants soient élevés dans la vraie foi, à savoir la foi orthodoxe. Je vous renvoie à son ouvrage, page 124, note de bas de page numéro 2. Rien de cela n'advint, Olgerd demeura païen et les enfants furent initialement élevés dans le paganisme. La princesse Juliana tenta de convaincre son fils aîné Jagellon, devenu grand prince, de se convertir à l'orthodoxie, mais celui-ci n'en fit rien et fit le choix du catholicisme et prit le nom de Ladislas, se convertissant au catholicisme, et épousa en 1386 la reine de Pologne, Edwige Ière de Pologne, recevant par la même occasion la couronne de Pologne. C'est ainsi que la Lituanie bascula dans l'orbite catholique. Petite précision concernant le mariage du roi Olgerd, du grand prince de Lituanie Olgerd et de la princesse Juliana de Tver. Nous ne savons pas comment le mariage a été célébré. Nous avons utilisé le terme béni en parlant du métropolite Théognost qui bénit le mariage pour indiquer qu'il a accepté le mariage, mais nous n'avons pas trouvé d'indication sur le rite utilisé, sur les contrats signés et ainsi de suite.
Nous nous sommes focalisés sur les mariages des familles régnantes et des familles princières, et nous n'avons pas trouvé d'articles ou d'études traitant de mariage mixte en dehors de ces familles régnantes. Et pourtant, nous pensons que ces mariages ont pu exister justement dans des pays non orthodoxes, dont les souverains ou la direction n'étaient pas orthodoxes, notamment la Lituanie ou la Pologne. Ce qui nous fait penser à cela est l'histoire de la sainte Sophie de Sloutsk, parce que orpheline d'un père orthodoxe et probablement d'une mère catholique, elle fut élevée par un tuteur catholique, semble-t-il uniate, qui décida de la marier à un certain Janusz Radziwiłł, noble de religion calviniste, pour des raisons essentiellement patrimoniales. Durant son mariage, Sophie a orienté la politique de son mari en faveur des orthodoxes, en obtenant par exemple le retour d'un monastère aux orthodoxes. Le monastère avait été saisi par les uniates, et également en permettant la restauration d'un autre monastère orthodoxe. Comme elle est morte en couche à 25 ans et que son enfant ne lui a survécu que quelques heures, on ignore également quel baptême reçut son enfant avant son décès précoce, à supposer que l'enfant ait pu être baptisé. Mais donc c'est un aspect qu'on trouve peu étudié, justement, cet aspect des mariages en dehors des familles princières régnantes, qu'on trouve donc peu étudié dans la littérature. Des mariages mixtes princiers condamnés par l'Église. Comme nous venons de le voir, l'Église orthodoxe de Russie tolérait parfois des mariages princiers mixtes pour des raisons politiques. Cependant, cette pratique n'était pas exempte de condamnation par des voix issues de l'Église même. Ainsi, dès le XIe siècle, Jean II, métropolite de Kiev, critique dans les années 1080 les princes de la Rousse qui donnent en mariage leurs filles à des souverains catholiques. Il déclare « Donner les filles du très noble souverain en tant que fiancées à des nations qui mangent des azimes est indigne. » Il est cité par Ania Zayak dans sa thèse, mais également par Eve Levin dans son livre « Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs » à la page 102. Plus tard, un manuel de la confession destiné aux souverains tsars et grands princes de Moscou demande au confesseur de demander au tsar s'il n'a pas donné des filles ou des sœurs en mariage à des non-croyants, signe que l'Église, malgré tout, désapprouvait ces mariages mixtes. On peut se référer à l'ouvrage d'Alexandre Ivanovitch Almazov, Le mystère de la confession dans l'Église orthodoxe orientale, en russe, page 174 du volume 3. Enfin, de façon intéressante, les chroniqueurs nous ont parfois rapporté la façon dont les mariages étaient célébrés de façon liturgique. Laissons la parole à Alexei Bediaev. On a conservé quelques témoignages historiques au sujet de la célébration des mariages mixtes pendant cette période. Il s'agit de la période présynodale. Une particularité intéressante consiste en la participation au mariage de deux prêtres en même temps. Pour la partie orthodoxe, un prêtre orthodoxe lisait les prières du mariage. Pour la partie hétérodoxe, le prêtre hétérodoxe les lisait selon son propre rite. Si le mariage n'avait pas lieu en Russie, alors en règle générale, il avait lieu à l'intérieur de l'église hétérodoxe. S'il avait lieu en Russie, au moment du mariage, la partie orthodoxe entrait dans l'église orthodoxe avec son prêtre, mais à ce moment, la partie hétérodoxe était mariée par son prêtre directement sur le parvis. Ainsi furent célébrés le mariage du roi Artsimagnus, il s'agit de Magnus de Holstein, dont nous avons parlé précédemment, avec Maria Vladimirovna à Moscou, mais aussi celui de la grande princesse Elena Ivanovna, la fille d'Ivan III, avec le grand prince de Lituanie Alexandre Kazimirovitch, il s'agit d'Alexandre Ier Jagellon, en Lituanie. Nous voyons donc que les deux fiancés ne se tenaient pas ensemble dans l'église, qu'ils ne participaient donc pas à une cérémonie commune. À notre sens, cela illustre les réticences de l'Église vis-à-vis de ces mariages. Réticence, voire condamnation implicite. Quitte à les célébrer, cette pratique nous semble d'ailleurs plus pertinente que la pratique postérieure consistant à utiliser le rite orthodoxe du mariage
dont le texte indique clairement qu'il est destiné à des conjoints orthodoxes pour célébrer des mariages mixtes. En conclusion, nous pouvons dire qu'avant la période synodale, le monde orthodoxe de Russie désapprouve explicitement les mariages mixtes et ne les admet qu'en cas de nécessité politique à travers les mariages princiers. Des princesses russes épousent des rois et princes hétérodoxes, essentiellement catholiques, avec la promesse de pouvoir conserver la foi orthodoxe, même s'il s'avère que certaines ont abandonné la foi orthodoxe. Des princesses étrangères font le chemin inverse, épousant des princes russes, mais dans ce cas, cela s'accompagne de leur conversion, a priori quasi systématique, à l'orthodoxie. L'on trouve cependant des critiques de ces mariages dynastiques. Cette approche va être bouleversée par Pierre le Grand qui, lors de la période synodale, va élargir considérablement le champ d'application du mariage mixte. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines publications et à bientôt.